les très bons cyclistes font du cyclocross. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le huitième tips de cette troisième saison. C'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. Et Gwen, qu'est-ce qu'on fait quand il fait beau et qu'il fait chaud? Ben, on fait du 3-3 parce que c'est un sport d'extérieur, donc on en profite pour sortir de la salle, parce que la salle, ça sent un petit peu le renfermer. Donc on va profiter des beaux jours, même si les températures sont quand même un peu à la baisse, mais on va aller s'éclater sur le terrain de 3-3. Ah, parfait. J'avais peur que tu me dises on boit l'apéro ou on fait des barbecues, ce qui est pas Non, ça c'est incompatible avec le après, c'est 3-3. après. Ça c'est après ça. Gwen Pestel, comment ça va? Mais ça va bien, je suis enchanté de rejoindre la légende des tips, parce que je crois que c'est assez novateur du côté de la Ligue Aura. Donc je suis enchanté de partager un petit bout de ma passion avec vous ce soir. Merci de répondre présent. Gwen, est-ce que du coup c'est ta première intervention pour les tips? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors je suis Gwen Pestel, je suis conseiller technique régional dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, avant Poitou-Charentes, avant la fusion des régions. J'occupe le poste de cadre technique depuis 1998, avec en charge plus particulièrement la formation du joueur et de la joueuse au sein du pôle espoir mixte qui est basé à Poitiers. Et puis, depuis les années 2000, j'ai occupé les fonctions d'assistant sur les équipes de France U18, féminines notamment, avec mes amis François Gomez et Jean-Philippe Fey. Et depuis 2013, je me suis pris de passion pour le 3-3 et j'occupe les fonctions donc d'entraîneur national tout d'abord U18 masculin et puis depuis cette année maintenant en responsabilité sur les U23 filles et sur l'assistanat DA avec mon ami Yann Julien et Karim Souchu. D'accord, ok, très bien. Du coup, ton intervention autour du 3-3, comment ça marche? Parce que tous tes prédécesseurs qui ont fait des interventions autour du 5-5, je voyais à peu près où est-ce qu'ils allaient en venir, alors que là, pas du tout. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tout ça? Oui, alors tout d'abord, le 3-3 a une image tout simplement à la base de tournois où les joueurs sont un peu autonomes, où on a une succession de 1 contre 1. Donc je pense que depuis maintenant 4-5 ans, la France a compris ce qu'était que d'organiser des tournois. Mais la grande question des entraîneurs, c'est est-ce que le 3-3, ça s'entraîne? Et oui, ça s'entraîne. Et ça s'entraîne depuis que on a pris une feuille blanche et qu'on a commencé à concevoir des contenus. Ça s'entraîne depuis que c'est une discipline qui est devenue aussi olympique. Donc l'idée des quelques situations que je vais vous montrer, c'est de partir de la logique, ce qu'on appelle la logique interne de cette activité, puis de montrer des situations qui sont pour nous une référence, que ça soit des U17 jusqu'aux seniors masculins et féminines. Voilà, et donc de montrer des exercices très simples, voilà, pour que les entraîneurs qui ont envie de se lancer dans la voie de l'accompagnement d'une équipe, voilà, puissent avoir des billes et puis entraîner, ne pas simplement voilà, faire jouer l'activité, mais l'entraîner pour que peut-être à moyen terme, eh bien, on ait des jeunes joueurs, des jeunes joueuses qui intègrent les équipes de France Jeunes ou tout simplement fassent des tournois, notamment l'été, avec un petit peu plus de contenu, tout simplement. Ok, très bien, Gwen. Est-ce que les exercices que tu nous vas nous présenter ont un intérêt aussi pour ceux qui vont entraîner dans leur club en 5-5 classique? Est-ce que ces situations-là sont transposables? Oui, elles sont transposables. C'est la réflexion que l'on a eue avec le groupe de travail, notamment sur l'élaboration des contenus de 3-3. Elles sont, elles sont transposables à partir du moment où on retrouve, on va dire, les piliers, notamment de ce qu'on pourrait attendre chez un jeune joueur ou chez un joueur plus grand, finalement. C'est tout ce qui est jeu de transition, l'agressivité, l'adresse. Et puis, peut-être ce qu'on a tendance un peu à oublier parfois dans le 5-5, c'est la spontanéité. Dans le 5-5, on est parfois guidé, voire même téléguidé par finalement des principes de jeu, des systèmes. On est aussi, on évolue
dans des postes de jeu qui sont déjà prédéfinis. Cette notion de polyvalence dans le 3-3, elle est très importante, mais surtout cette notion de prise de responsabilité et de spontanéité compte tenu du temps de la possession qui est de 12 secondes, eh bien, c'est quelque chose de très important. Et c'est peut-être quelque chose qu'on aimerait retrouver parfois dans le 5-5, cette espèce de spontanéité dans un jeu malgré tout contrôlé. Eh bien, en 3-3, c'est la possibilité pour les joueurs et les joueuses de ne pas se cacher et d'évoluer sur ce registre-là. Ok, parfait. Très bien pour la petite intro, Gwen. Et du coup, je peux te laisser commencer, nous présenter ta première situation si c'est ok pour toi. Bien, parfait. Alors tout d'abord, il faut savoir que finalement, dans le 3-3, il y a pas de repli défensif. Il y a pas de repli défensif. Donc, lorsqu'on commence une attaque, le plus souvent, et on n'évoquera pas les checks, c'est-à-dire les mises en jeu là, qui se passent au niveau de la ligne des 2 points derrière l'arc, mais lorsqu'on récupère un ballon, on le récupère donc dans cette zone là ici à l'intérieur des 2 points. Et ce ballon, il faut qu'on le sorte derrière l'arc, c'est-à-dire derrière la ligne des 2 points. Il y a 2 façons de sortir le ballon. Le ballon, vous avez la possibilité de le sortir en dribble ou de le sortir par la passe. Et à l'instar finalement du 5-5, ce qui va le plus vite, c'est la passe. Donc, la première situation que l'on fait travailler des U17 aux seniors, c'est ce qu'on appelle le jeu rapide, c'est-à-dire sortir le plus rapidement possible la passe. Donc, l'exercice, c'est le suivant. Donc, vous mettez des joueurs, là, ici, vous faites 2 colonnes, une colonne ici et une colonne là. Là, ici, vous mettez donc un porteur de balle qui vient de récupérer le ballon. Il va sortir la balle très, très vite sur un non-porteur. Et le non-porteur, là, ici, va lui rendre très, très vite le ballon. Donc, ici, après un échange de passes qui va finalement de l'intérieur ici de l'arc ici jusqu'à l'extérieur. Donc là, ça va très, très vite. Vous faites la passe ici à ce joueur-là et ce joueur-là va devoir ici repasser le ballon très, très vite. Et lorsque le joueur ici récupère la balle, ça se passe le temps d'exécution, c'est 1 seconde. Lui, il a pour objectif, bien évidemment, de mettre un panier. Et ça, l'idée, c'est de mettre un panier facile et surtout d'utiliser le temps finalement de transition et de réaction défensive qui est très court. C'est-à-dire par cet échange de jeu rapide, on met à mal la défense tout de suite. Et c'est vraiment un panier facile. Alors, la rotation, une fois que ce joueur a tiré, ben en fait, lui, il va dans cette colonne-là, ici. Celui qui a fait la passe, là, il vient récupérer le ballon tout de suite. Et en fait, il enchaîne avec une passe en sortie de balle sur ce joueur-là. Et ce joueur-là lui redonne le ballon. Et ainsi de suite. L'évolution de cet exercice, alors on va toujours garder nos 2 colonnes, là ici, 2 joueurs. L'évolution de cet exercice, c'est qu'ici, vous rajoutez un coach. Voilà, vous rajoutez un coach qui, en fait, va prendre un tir. Et l'évolution, c'est que le joueur qui était ici, plutôt que d'avoir la balle dans les mains, finalement, il va récupérer la balle sur un rebond. Donc, l'idée étant pour lui de capter le ballon, de s'orienter très, très vite, en fait, vers l'extérieur pour pouvoir passer la balle à un des 2 joueurs. Et ensuite, la rotation sur l'exercice se fait de la même façon. Ok, bon, la première chose que j'apprends déjà, c'est qu'il y a du jeu rapide en 3-3, Gwen. Exactement. Exactement. Et je trouve que ça fait un peu comme des gammes, comme si un tennisman Oui. répétait ses gammes ou du coup, dans le temps de pratique, combien ça dure une séquence comme ça? Alors, une séquence comme ça va durer à peu près, une dizaine de minutes. Il faut savoir qu'un entraînement de 3-3, qui est très intensif parce qu'il y a une demande énergétique qui est importante, un entraînement de 3-3, c'est 1h15. Et l'idée de ces entraînements, finalement, alors, il y a un entraînement technique, comme avec ces exercices de gamme, ou un entraînement tactique, mais c'est vraiment de reproduire aussi l'entraînement physiologique. Parce qu'après, quand on est en match, ce fameux sprint de 10 minutes avec des séquences de jeu de 12 secondes et un enchaînement permanent, ben, il faut que les entraînements soient calés sur le rythme d'entraînement. Bien. Je peux enchaîner sur le second exercice? Vas-y, Gwen, Bon. pas de souci. Donc là, premier exercice, c'était vraiment utiliser le jeu de passe. Le second exercice que l'on fait aussi, c'est toujours pareil dans un travail de gamme,
on fait partir les porteurs de balles là ici. Et l'idée, c'est de sortir en dribble derrière l'arc, toujours, ça c'est une notion essentielle, et ensuite de réattaquer. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en 3-3, il y a des zones privilégiées de sortie. Alors, toujours pareil, à l'instar du 5-5, les sorties ici dans les coins sont à proscrire, tout simplement parce que ce sont des zones où on peut se faire finalement enfermer. Et la défense en fait, c'est du pain béni pour la défense. Donc, nous, nos zones de sortie privilégiées, c'est ces zones-là, là, ici, en fait, où il y a le plus d'espace. La zone centrale étant plutôt une zone de sortie, on va dire, transitoire. Donc, l'idée, c'est de sortir là et de tout de suite réattaquer. Donc, là, on construit une agressivité. La particularité, là, ici, quand vous attaquez, c'est qu'il faut décrire une courbe lorsque vous réattaquez. Tout simplement parce que le défenseur, lui, généralement, il est derrière. Et si le défenseur est derrière et qu'en fait, vous sortez tout droit, il peut vous prendre le ballon, là, ici, à la sortie. Donc là, ici, il faut faire extrêmement attention. Et donc là, l'idée, c'est de réattaquer tout de suite. Et là, vous travaillez les gammes de tir en course ou les gammes de pull-up, c'est-à-dire le travail de stop-tir. Et bien évidemment, c'est un peu la particularité du 3-3, c'est-à-dire que quand vous sortez là ici, il y a ce qu'on appelle le tir instantané à 2 points, ce qu'on voit peut-être moins en 5-5, parce il y a peu de joueurs qui sortent en dribble et qui tout de suite prennent une initiative à 3 points. Mais nous, au 3-3, c'est sortir. Et parfois, quand on est ouvert, il faut prendre un tir systématiquement à 2 points. L'évolution de cet exercice, c'est qu'ici, vous allez mettre, en fait, un défenseur. Voilà. Alors, toujours pareil, la particularité du 3-3, c'est qu'en fait, le défenseur, lui, doit empêcher le porteur de balle de sortir derrière l'arc. Ou il doit tout simplement le gêner, c'est-à-dire gagner du temps sur l'horloge. Il y a 12 secondes. Donc, si déjà il le fait sortir et qu'il a déjà gagné 4 secondes, ça veut dire que derrière, il n'en reste plus que 8 pour attaquer et donc il peut se retrouver dans la précipitation. Donc, on met un défenseur, ça peut être un défenseur en relation partenaire, c'est-à-dire que bon, il va lui donner une direction, donc le joueur va peut-être aller là. Et après, le défenseur en compétition, c'est-à-dire que lui, il va le jouer pour le sortir. Et ensuite, quand il va se retrouver dans cette situation-là, donc le défenseur va se retrouver face, l'attaquant, lui, va se retrouver face à l'attaquant face au cercle. Et donc ensuite, vous allez jouer sur des situations, donc après de 1 contre 1. Tout en sachant qu'on met un point d'honneur à jouer toutes les situations de 1 contre 1 qui doivent se terminer par un rebond, par le travail du rebond offensif et défensif. Étant donné que au 3-3, il n'y a pas de repli, on n'a pas besoin d'assurer un équilibre défensif par rapport au repli. L'idée, c'est que toutes les situations de rebond défensif et de rebond offensif, elles doivent être jouées. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être une chose qu'on peut apporter en termes d'agressivité au 5-5. On a souvent tendance dans les exercices de 5-5 à oublier cette notion de rebond après. Eh bien, nous, au 3-3, on insiste vraiment sur cette notion-là. Toujours pareil, sur ce même exercice, et c'est là où c'est intéressant, le 3-3, et où c'est riche, c'est que je reprends ma situation là ici avec le défenseur, je reprends ma situation là ici avec l'attaquant qui va devoir sortir. Et là, ce que je vais rajouter, là ici, ça peut être le coach. Et en fait, quand je vais sortir là, je vais passer la balle ici au coach. Et donc, je me retrouve dans des situations ensuite de passer coupé. Hein. Donc, je suis dans une situation où c'est le coach qui se retrouve porteur de balle, où moi ici, je suis donc attaquant. Je me retrouve attaquant en fait dans un jeu sans ballon par rapport au défenseur. Et là, soit je vais retrouver un démarquage derrière l'arc, ou tout simplement, après avoir passé la balle, eh bien, finalement, je vais couper au cercle. Ok. Donc, vous voyez qu'à partir d'un exercice de sortie de balle, on va chercher après à faire bouger la défense pour trouver un décalage et utiliser le jeu de coupe. Et là, on revient à c'est pareil, il y a des choses qu'on travaille en U13, en U15 et que peut-être on oublie un peu après, c'est toute cette notion de passer coupé et puis toutes les notions de backdoor qu'on peut trouver sur ces situations-là, tout Ok. simplement. Bah, c'est un peu ce que j'allais dire. J'ai l'impression que quand tu me présentes la première puis la deuxième situation, on revient à des choses assez simples qu'on fait Oui, uniquement sur du jeu U13, U15, c'est-à-dire aller vite, passer, couper, jouer un oui, contre un. Et oui. finalement, on revient à une forme assez simple de basket et c'est plutôt agréable de le voir en tout cas. Ouais.
Exactement, exactement. Bon, je vais enchaîner sur une autre situation maintenant. Alors là, on avait vraiment l'aspect sortie de balle, réattaquer. Donc là, on va faire maintenant un 2 contre 2. Donc là, vous avez vu, on a fait la logique, c'est de travailler sur du 1 contre 0, sur du 1 contre 1, sur du 1 contre 1 avec passeur. Après, on va aborder une situation de 2 contre 2. Donc, vous avez une équipe qui est placée comme ceci. Donc ça, en fait, on va dire que ce sont les ronds rouges. Voilà. Donc en fait, ça, les rouges sont ensemble et les noirs sont ensemble. Le noir, là, ici, va devoir aller marquer. OK. À partir de là, à partir du moment où il a marqué, ce sont les rouges qui vont se retrouver attaquants. Donc on peut imaginer, après le noir est attaqué, donc là, ici, bon, lui, il va se déplacer, par exemple, dans cet espace-là, et les rouges vont se retrouver, finalement, à récupérer le ballon. Donc on imagine la situation, le noir vient de marquer, le rouge récupère ici la situation, récupère la balle. Le noir, lui, qui avait marqué, se retrouve défenseur. Son autre partenaire se retrouve défenseur, là, ici. Et là, on se retrouve sur un 2 contre 2. Alors, ce qu'il faut savoir quand on marque un panier, c'est que le défenseur n'a pas le droit de pénétrer dans la zone, ici, de ce qu'on appelle la zone de no charge. Et on demande toujours à nos joueurs et à nos joueuses de prendre le temps de lire la situation. C'est-à-dire que, c'est même ce qu'appelle Popovic le fameux point 5, c'est-à-dire que le 0,5 dixième, ça va vous permettre de trouver la bonne solution de sortie. Donc, ce joueur-là, on se remémore la première situation, on va d'abord essayer de sortir la balle par la passe. Et s'il ne peut pas sortir la balle par la passe, eh bien, il va sortir la balle, ici, par le dribble, tout simplement. Et là, on se retrouve après à jouer sur un 2 contre 2. D'accord, ok. Et vous pouvez ensuite, dans les évolutions, faire du 2 contre 2, faire du 2 contre 3, et on peut même aller sur des situations de surnombre ou de sous-nombre, finalement, de sous-nombre défensif. Un peu à l'instar de ce que l'on trouve, gestion des surnombres, un peu à l'instar de ce que l'on trouve en 5-5. Alors, petite particularité du 3-3 sur la sortie de balle, quand on est sur un 2 contre 2. Généralement, les défenseurs, en fait, ils sont fermés au jeu. C'est-à-dire que le défenseur ne regarde pas la balle là ici. Parce que s'il regarde la balle, lui va pouvoir rentrer dans le jeu ou va trouver un démarquage facile. Donc, ne regardant pas la balle, on demande à ce joueur-là de sortir la balle et de faire une passe à terre ici. Voilà, la passe à terre, elle est difficilement défendable, alors que si je fais une passe en l'air, ben finalement, le défenseur voit que l'attaquant veut rentrer en relation de passe avec son partenaire. Et puis cette passe en l'air, eh ben, elle est parfois un peu, comment dire, elle est difficile à faire et elle arrive pas toujours au bon endroit. Alors que la passe à terre, ça permet de fixer déjà la défense et ça permet surtout à ce joueur-là, quand il va réceptionner la balle, de réattaquer tout de suite. Et nous, c'est ce qu'on appelle au 3-3 le plongeon. C'est-à-dire que l'idée de toutes les situations, c'est d'être dans une notion d'enchaînement. On ne gèle jamais le ballon. Il faut qu'il y ait cet enchaînement en permanence de jeu sans ballon, d'attaque au cercle ou de jeu de passing. J'allais te demander justement les points sur lesquels vous êtes intransigeant ou sur lesquels vous êtes vigilant tout de suite au début de cet exercice. C'est-à-dire qu'une fois que la balle est sortie, Oui, celui qui reçoit la balle, oui, systématiquement, doit, dans un premier temps, être agressif au cercle. exactement. Alors, Et celui il qui va sort être en agressif. dribble, est-ce que c'est la même chose, Gwen? Tu dis? Si Tu jamais tu disais? sors en dribble, Oui, est-ce que c'est pareil? oui, exactement. C'est-à-dire qu'ici, alors, je reprends les joueurs là. Voilà, je sors ici en dribble. La première chose que je vais faire, c'est d'être agressif. C'est-à-dire que là, bon, le défenseur m'a accompagné, là ici. Voilà, j'ai mes crayons qui sont un peu fatigués. Voilà, donc là ici, je suis sorti. Le défenseur m'accompagne. Ça, c'est mon partenaire. Alors, généralement, les défenses, c'est pareil en 3-3, c'est des défenses strictes parce que quand on est sur des aides positionnelles comme au 5-5, la relation de passe se faisant tellement vite, on est perdu. Et comme il n'y a pas de défense sur l'espace arrière, on est vraiment en strict. Et le joueur, là, ici, qui va sortir avec le dribble, parce qu'il n'a pas pu faire autrement, il va prendre l'information soit d'attaquer, là, ici, tout de suite, soit de passer la balle à ce joueur-là. Et donc, ensuite, d'enchaîner sur une situation de passe-coupe. Et quand on va
sur des manœuvres, on va dire un petit peu plus élaborées, on va dire que ça pourrait être du niveau de 3-3, de U13 ou de U15, on peut déjà aller vers des situations où le joueur là ici qui va avoir la balle, son partenaire va lui donner une aide en venant par exemple sur une situation de main à main, de hand-off. Et là, on va pouvoir enchaîner sur du jeu à deux avec ce que nous, on appelle l'utilisation d'un corps obstacle. Et étant donné que souvent en défense, ça change, on a énormément de solutions là-dessus. Donc là, c'est de jouer ici sur le main à main. On peut très bien aller aussi sur une situation là de pose d'écran ici sur le porteur de balle. Mais dans l'immédiat, c'est toujours essayer de rechercher l'agressivité, de passer la balle, de retrouver la balle systématiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle la passe gratuite. Souvent en 5-5, quand il y a des switches notamment, on veut tout de suite jouer, c'est-à-dire qu'on veut jouer la mismatch ou on veut tout de suite jouer dans le dribble. Nous, on a remarqué qu'en faisant ce travail de passe gratuite, ça contribuait à agrandir un décalage. Donc nous, la passe gratuite, c'est-à-dire je passe le ballon, je la retrouve, c'est des choses que l'on essaye de faire aussi, de mettre en place dans nos fondamentaux, on va dire, précollectifs. Ok. Depuis tout à l'heure, tu nous présentes les consignes offensives à chaque Oui, fois. Est-ce qu'il y oui, a des principes défensifs sur lesquels vous insistez, justement, sur la sortie de balle notamment? oui. Alors, déjà, avant de parler de la sortie de balle, il y a aussi quelque chose qui, nous est cher, c'est le rebond. En 5-5, souvent, on dit il y a le rebond, il y a le repli. Nous, le rebond, c'est extrêmement important. Donc, on aménage ce qu'on appelle des zones de rebond, c'est-à-dire que c'est pas forcément le joueur le plus proche qui va aller prendre le rebond, mais ça peut être un partenaire, là ici, qui bloque le joueur qui va venir, parce qu'en fait, il y a énormément on recherche le rebond offensif, donc il y a de l'agressivité. Donc, quand il y a un joueur qui veut aller là, il faut vraiment le fermer. Et c'est peut-être l'autre défenseur, là ici, qui va prendre ce rebond-là pour pouvoir après enchaîner. Donc ça, le rebond, c'est quelque chose d'important. Alors, Ok. Par rapport au rebond, Gwen, le mois oui, dernier, sur le tips précédent, Michael Corté, on a oui, parlé du rebond un moment. C'est un domaine qui lui est cher aussi. Au oui, début, il avait un avis arrêté pour le faire travailler. Et oui. puis finalement, il s'est rendu compte que c'était mieux de laisser faire ses joueuses. C'est-à-dire de l'aborder soit de face, soit directement de dos. Est-ce que toi, vous avez des consignes particulières pour Là, travailler le rebond? là, alors pour nous, la consigne, c'est déjà que le rebond se joue au sol. On a tendance parfois à suivre finalement la trajectoire, et puis il y a une telle pression derrière, c'est-à-dire que le joueur ici, qui est focus sur la balle, si il ne prend pas en considération finalement l'arrivée d'un défenseur qui peut être là, d'un attaquant, pardon, ou qui peut être ici, finalement, lui, il va se faire compresser. Donc, l'idée d'abord, c'est on joue au sol et il y a la prise d'information par rapport à l'agressivité d'un potentiel rebondeur offensif. Et après, j'ai envie de dire, c'est un peu l'article 22, si je peux m'y exprimer ainsi, démerde-toi comme tu peux. C'est-à-dire que le rebond, il peut se contrôler de face ou de dos, mais dans tous les cas, il ne faut pas que la prise de rebond offensif, s'il y a, elle se fasse facilement. Donc, on doit verrouiller ça. Maintenant, le travailler de manière technique, comme moi j'ai pu la connaître il y a une vingtaine d'années, où on mettait les bras, on pivotait, on verrouillait. Là, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de travailler. On ne peut pas avoir une vision techniciste du rebond. Le rebond, c'est collectif. C'est un acte collectif. C'est-à-dire qu'on a très bien des joueurs qui peuvent en fait aménager un espace pour que ça soit un partenaire qui puisse prendre le rebond. Ouais, et ça, je pense que dans la lecture. Et après, il y a la lecture de la trajectoire, voilà, qui est aussi important et qui permet en fait de se caler entre l'agressivité du potentiel rebondeur offensif et puis après la prise du ballon. Et la chose que l'on développe, nous, au niveau du 3-3, c'est cette notion de typer la balle. C'est-à-dire que finalement, quand on ne peut pas s'emparer du ballon, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire une prise de balle à deux mains, ben on va la dévier. On va la dévier, en fait, pour qu'elle aille vers un partenaire. Et ce qui nous permet finalement d'enchaîner sur une action un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, en 5-5, ça se fait de temps en temps, mais nous, en 3-3, on a cette possibilité, comme il y a un nombre de joueurs un petit peu plus restreint, de typer la balle sur le rebond. Voilà. Donc, finalement, de la dévier. Ok. Alors, pour revenir à ce que tu disais en défense, ben, la, la logique de l'activité, c'est que l'attaquant, il faut qu'il sorte derrière l'arc. Donc, la logique défensive, c'est d'empêcher
finalement l'attaquant qui sorte facilement. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des zones ici à privilégier, on va dire, d'orientation. C'est-à-dire que si le défenseur qui est ici, et là j'ai mon porteur de balle, il peut l'emmener dans cette zone-là, voilà, là il a déjà gagné. Là c'est parce que là ici le porteur de balle va vraiment se retrouver dans une situation où en fait il a peu d'options pour jouer, si ce n'est que celle du tir. Donc là, la première chose, c'est vraiment de perturber la sortie du porteur de balle. Généralement, chez les débutants, ils se mettent derrière et puis ils laissent sortir finalement le porteur de balle facilement. Nous, le principe défensif, c'est de se mettre entre le porteur de balle et l'arc, c'est-à-dire la ligne des 2 points. Une fois, alors c'est chronologique, une fois que le joueur, en revanche, il arrive à franchir, on va dire, à s'approcher de la ligne ici des 2 points, l'idée, quand on est défenseur, parce qu'il y a un petit peu plus de permissivité au niveau des contacts, c'est ici, en fait, de le pousser un peu au niveau de la hanche pour qu'il soit dans une situation de difficulté pour se remettre face au cercle. Parce que quand finalement le porteur de balle arrive ici attaquant, il faut qu'il se remette dans une perspective de voir ici à 180 degrés. Donc, en exerçant une légère pression là ici, on augmente toujours la pression. Et si on peut le faire sortir plus loin, ben là, c'est pour nous, c'est gagné. Donc, on a le droit de pousser au 3-3, Gwen. Alors, on a le droit de pousser. On va dire que c'est d'ailleurs peut-être une fausse image parce que je pense qu'en 5-5, il y a des contacts qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est focus sur peut-être le porteur de balle. Mais dans du jeu, quand on regarde du jeu à l'opposé, quand on regarde du jeu dessous, les joueurs sont dans les contacts. On va plutôt appeler ça une contestation de déplacement. C'est pas pousser, c'est contester le porteur de balle pour qu'il puisse finalement être en difficulté. Et les principes défensifs, là ici, sur des non-porteurs, c'est qu'on va toujours demander aux joueurs, dans des situations, par exemple, de sortie de balle, à ce que les joueurs, finalement, regardent ici le joueur sans ballon. On est vraiment dans quelque chose de strict ici. Et après, peut-être que ça sera l'occasion d'un autre tips. Alors, on est sur des défenses aussi collectives, avec ce fameux safety où ben, le dernier défenseur, c'est celui qui va avoir la dernière passe, donc qui va, dans des situations de surnombre, qui va aller sur le joueur qui est libre. Mais là, les basiques, c'est contester la sortie du ballon. Et là, ici, sur les joueurs sans ballon, c'est les contester de manière stricte pour pas qu'ils reçoivent le ballon facilement. Ok, très bien. Pour les principes défensifs, est-ce que tu avais une troisième et dernière situation à nous présenter rapidement, Gwen, pour qu'on reste dans nos timings habituels? Oui, alors la troisième situation qui est toujours dans cette idée de transition, et là on est aussi dans une notion aussi de transition, c'est-à-dire se repérer en tant que statut attaquant-défenseur. Alors, c'est un exercice qu'on a tous fait aussi, c'est l'exercice des claquettes. Voilà, donc là vous mettez vos joueurs ici à la queue leu. Donc ici, les joueurs vont faire des claquettes au niveau de la planche. Et au stop du coach, eh ben, les joueurs qui vont se retrouver avec la balle vont être attaquants. Donc là, on peut imaginer sur l'exercice des claquettes que ce soit les joueurs ici en croix qui récupèrent la balle. Donc je récupère la balle. Donc l'idée, c'est que ces joueurs-là ici occupent un espace qui va mettre en difficulté la défense parce qu'on a les mêmes contraintes de spacing on va dire, par rapport à notre demi-terrain, qui d'ailleurs n'est pas un vrai demi-terrain, qui est un terrain qui fait 15 mètres sur 11. C'est pour ça que j'avais fait la petite zone ici assurée. Donc, on va devoir occuper, on va dire, un spacing cohérent. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure de la logique, le joueur qui a la balle, il va essayer de sortir d'abord la balle très, très vite par la passe, ou bien il va la sortir en dribble. Et donc, ce sont ensuite, donc là, j'ai mes joueurs croix qui sortent là. Ce sont donc ensuite les rouges. Ah, et mes crayons qui sont fatigués, hein, je suis désolé. Voilà. Ce sont donc ensuite les rouges qui se retrouvent en défense. Et là, on joue un 3 contre 3. Et la démarche pédagogique de cet exercice, parce que vous avez compris que c'est un enchaînement, on joue 2 à 3 attaques qui vont s'enchaîner. C'est-à-dire qu'ici, alors ce sont les croix là ici qui vont jouer leur situation. Ils vont marquer ou pas, le ballon va être récupéré par les ronds et donc ensuite ils vont devoir ressortir la balle et on enchaîne ainsi de suite. Pour vraiment qu'on maintienne il y a très peu de situations décontextualisées au niveau du 3-3. Là,
La recherche, c'est la simplicité et vraiment les situations qu'on rencontre dans la situation de compétition. À partir du moment où on décontextualise, bon, on s'écarte de ce qu'on veut rechercher. Donc là, ce qu'on recherche, c'est de la transition, du passage de statut très vite d'attaquant à défenseur, et puis cette notion d'enchaînement et d'entraînement physiologique. Ok, très bien. Sur les entrées comme ça, où tu passes direct dans le 3-3, je suppose que bah, dans les principes, c'est ce qu'on a vu depuis le début tout à l'heure, c'est-à-dire agressif vers le cercle. Oui, Ou est-ce que vous rajoutez des consignes supplémentaires une fois que vous êtes dans le 3-3 ou non, oui. justement, ça reste assez simple? Alors, je pense que quand on est sur on va dire un niveau de jeu U13, bon, on connaît tous le basique. Là, ici, où finalement, quand on est sorti, on va passer la balle et puis ici, on va couper. Donc là, on est dans des notions d'équilibre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de venir rééquilibrer tout de suite dans cet espace-là, là, ici, ben, en fait, il y a une première coupe ici qui s'est faite et ce joueur-là va couper de nouveau, c'est-à-dire on est dans ce que nous, on appelle une double coupe. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'ici, on a le porteur de balle et que lui, pendant que les joueurs ici mobilisent les aides défensives, on peut avoir cette notion de 1 contre 1. Bon, ça, c'est un des principes. Le second principe qu'on développe, notamment dans le secteur féminin, après avoir fait la passe là ici, donc sur ce joueur-là, il y a ce qu'on appelle le flare screen. Donc, ce joueur-là ici va venir toucher le défenseur et c'est plus ce que nous on appelle le touch and go plutôt que poser un écran et ouvrir parce que pour nous, c'est souvent un peu l'avantage des notions quand on parle un peu en américain, touch and go. Il y a cette idée il y a cette résonance rapide d'enchaînement. Donc, on touche et on doit tout de suite aller au panier. Voilà. Et bien évidemment, le joueur là ici qui a bénéficié de l'écran, soit il va s'écarter, soit ici il va revenir. Et donc ça, ce sont des manœuvres qui sont répétées, répétées. Et D'autant plus que, Gwen, pourquoi tu nous dis que ça se fait surtout dans le basket féminin, dans le 3-3 féminin? et alors en fait, je me suis sans doute mal exprimé. Ce sont des choix forts que nous on utilise avec les filles, mais ce sont aussi des priorités de contenu avec les garçons. Ça donne énormément de situations offensives facilitantes, parce qu'en fait, l'idée du touch and go, c'est de donner une fausse information aux défenseurs finalement quand tu touches. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de changements défensifs, eh bien, on utilise encore une fois le temps de latence, le retard, l'inefficacité du changement finalement pour sanctionner la défense. Donc, autant dans le secteur masculin que féminin, cette notion de touch and go, elle est extrêmement utilisée. D'accord. Ok, là, pour conclure, là, c'est parfait. Tu nous parles de principe de jeu et de choix forts que vous faites. Comment est-ce que tu définirais, toi, l'identité de jeu française dans le 3-3 par rapport aux autres Alors, pays européens ou internationaux? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? on a toujours une identité très très forte au niveau défensif, de par notre polyvalence et puis je dirais notre engagement aussi culturel dans le 5-5. Ça c'est quelque chose de vraiment qui est caractéristique de ce qu'on développe. Euh, on a une identité de jeu qui est aussi caractéristique par rapport à l'adresse à 2 points. Hein, il fut un temps, on disait que notre nation était un peu en panne d'adresse, mais finalement, sur le 3-3, notamment avec cette notion de spontanéité, voilà, les joueurs et les joueuses se mettent en avant sur ce point-là. Et après, l'identité de jeu, elle est autour du jeu rapide. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les situations, c'est-à-dire sanctionner la défense sur les sorties de balles. Elle est sur ce que nous, on appelle le jeu continu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas on veut pas tant d'arrêt. On ne frise jamais le ballon. Il faut qu'on ait cette continuité. Et la dernière chose, c'est sur les fameux check balls. Donc ça, c'est les mises en jeu qui se font finalement au début du match ou sur tout arrêt du ballon. Ces mises en jeu qui se font là, pour le coup, derrière l'arc et le ballon commence dans l'axe. On utilise peu de check balls, c'est-à-dire que l'idée, c'est on préfère s'approprier 3 check balls plutôt que 10 mal utilisés. Et à partir des check balls, on utilise les points forts de nos joueurs et de nos joueuses.
Ça, c'est la caractéristique, on va dire, de notre identité. Et puis après, chose importante, peut-être que je n'ai pas dit en préambule, c'est que le 3-3 se joue sans coach. Donc, il y a tout un travail euh, de préparation en amont, à la fin des matchs, de débriefing, qui en fait construit cette identité. Lorsque j'avais en responsabilité les U18 garçons et maintenant les U23 filles, l'idée c'est que on a 4 à 6 joueuses ou 4 à 6 joueurs qui construisent leur histoire. Donc c'est construire une identité à 4 et à 6, c'est pas simple parce qu'au départ, les gens n'osent pas se mettre en avant, n'osent pas communiquer. Et à partir du moment où ils ont compris ce rôle important de responsabilisation, finalement, le projet, ils doivent se l'approprier. Et le coach n'est qu'un accompagnateur, finalement. C'est ce qui contribue aussi à notre identité, tout simplement. C'est ce que j'allais te demander pour terminer. Le travail de préparation, en fait, il change un petit peu pour tout le monde. D'un point de vue physique aussi, je suppose qu'ils doivent Oui, se réajuster. D'un point de oui. vue technique, même pour le coach, du coup, qui est présent sans trop être présent puisqu'il n'est pas là pendant les matchs. Est-ce que Oui. cette phase d'adaptation, elle est compliquée? Comment ça se passe quand vous récupérez vos Alors, groupes? oui, alors quand on récupère les groupes, nous, on dit il faut qu'il y ait une bascule. La bascule, allez, on va dire, c'est 24 heures. C'est passer vraiment du statut, il faut changer de logiciel. Il y a le logiciel 5.5 et on passe sur le logiciel 3.3. Donc, il y a cette bascule qui doit s'opérer. On va dire une bascule mentale. Après, il y a une bascule physiologique, c'est-à-dire que la première séance de 3-3, généralement, même quand elle n'est pas soutenue, elle est impactante pour les joueurs et les joueuses. Ils doivent se remettre vraiment dans un rythme où on demande de travailler à haute intensité. Mais étant donné qu'ils ont l'expérience, voilà, ils ont déjà une maîtrise technique. Et puis, quand on revient sur les stages, notamment nationaux, on a choisi, non pas volontairement, mais on pense que c'est la voie de la réussite quand on a fait déjà des sessions avec les U17, U18, qu'on passe en U21, U23 et senior. On a ces habitudes de jeu qui sont pas simplement écrites, on va dire, ou dans parce que parfois on dit que les jeunes, faut qu'ils jouent comme les seniors. Nous, on a vraiment cet objectif de faire jouer les U18 finalement comme les seniors. Après, avec les particularités qui sont propres à chacun. Donc finalement, quand on revient en stage, tout tout se recale de manière assez naturelle. Et puis après, pour le coach, finalement, il faut faire une bascule aussi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se détacher. Mais bon, moi, je travaille en pôle espoir. Je travaille aussi sur la formation de cadres. Il y a combien de coachs qui sont, pour moi, trop interventionnistes? C'est-à-dire que une intervention sur une séquence de jeu qui doit durer 1 minute, bon, on assiste à un colloque presque quasiment. Et souvent, les joueurs sont là, les pas croisés, tapent du pied, se demandent quand est-ce que ça va recommencer. Et ce travail de coach, d'entraîneur de 3-3, il amène à se dire, on est tellement dans une activité rapide, on ne peut pas passer son temps à discuter. Il faut être dans l'action. Donc, toute la mesure, elle est dans l'art de bien poser les consignes pour faire en sorte que l'entraînement soit toujours intensif et puis surtout avoir une grosse part de travail en amont. Et puis, la dernière chose, c'est de rendre les joueurs et les joueuses responsables. Au niveau U18, peut-être un petit peu moins, mais ça commence. Mais en senior, j'ai envie de dire qu'on a 4 coachs sur le terrain. On a les 3 joueurs qui sont quand ils sont sur la séquence de jeu, le joueur ou la joueuse qui est sur la chaise, donc qui est la remplaçante, elle peut coacher. C'est-à-dire, bon, d'une part, elle peut choisir le moment du temps mort aussi. Et lorsque les joueuses reviennent ou les joueurs reviennent pour ce fameux temps mort, c'est ce temps de discussion, les joueurs ou les joueuses sont les coachs. Et ça, c'est tout un travail à faire de responsabilisation qui, au fur et à mesure, finalement, se met en place. Très bien. Mais écoute, je te remercie, Gwen. C'était très enrichissant. Ça fait plaisir de changer un petit peu. Ben oui, Je suppose que t'es à disposition de celles et ceux qui auraient des questions. oui, On te les transfère si jamais il y en a. Et puis, oui, oui. Et je veux surtout dire que le 3-3 ne va pas faire disparaître le 5-5. Voilà, c'est une discipline d'abord qui est olympique, donc
bon, on se doit de répondre finalement à cette demande. Euh, c'est une discipline, je trouve, qui est un, déjà d'une part un complément qui est intéressant du 5-5 et inversement d'ailleurs, parce que les fondamentaux du 3-3, en termes de conduite de balle, de tir, on est sur des fondamentaux identiques. Hein, donc là, pour moi, il n'y a pas de débat. On est même, le 3-3 permet parfois de retrouver des choses simples qu'on a oubliées. Donc, il faut vraiment se pencher sur cette idée de transposer des choses qu'on fait en 3-3 et en 5-5. Et quand on sait qu'une saison de 5-5 se termine souvent très tôt et que parfois ben, nos licenciés peuvent être amenés à changer de discipline ou finalement pendant l'été, ce qui peut être bien aussi, hein, voilà, sont un petit peu plus oisifs, on va dire, mais c'est important de récupérer. Mais le 3-3, ça te permet de prolonger la saison et ça permet de voir autre chose. Et j'aime bien dire, et là je me situe un petit peu plus dans le haut niveau, c'est qu'aujourd'hui, alors attention, je vais faire le grand écart, c'est que les très bons cyclistes font du cyclocross. Et le cyclocross n'a rien à voir avec le Tour de France, avec une course d'étape. Mais combien c'est dur de rouler dans la boue, de monter, d'avoir un effort qui est complètement, on va dire, à l'opposé de ce que peut être une course d'étape. Et je pense que le 3-3, parfois, on se situe dans ça. C'est-à-dire que une saison de 3-3, ça prépare aussi à la saison de 5-5. Et après, ce sont les joueurs et les joueuses qui en parlent le mieux. C'est à chaque fois, c'est quelle bouffée d'oxygène. Bon, écoute, merci Gwen. Le parallèle avec je pense qu'on peut s'arrêter sur le parallèle avec le cyclocross. C'est parfait. En tout cas, merci pour ta disponibilité. C'était super. Et j'espère que bah, tu seras OK si on est amené à se revoir sur les prochaines saisons. Ah, mais il n'y a aucun souci. Voilà. Merci Gwen, bonne journée. Merci. Salut, Merci ciao. beaucoup. Ciao, ciao.